Sarah Feinberg, bonsoir. Donc, vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité, entre autres, et directrice de recherche à l'université de Tel Aviv. Et si vous voulez bien, on va évoquer cette situation syrienne. Vous m'avez soufflé, quand on a préparé un peu l'interview, un proverbe yiddish qui traduit évidemment bien notre situation. Les hommes prévoient et Dieu rit. Alors peut-être d'abord, vous pouvez nous donner la traduction yiddish pour qu'on démarre sur une note traditionnelle. Je pense que toute la salle connaît cette expression, man tracht und Gott lacht. Et donc, il m'a semblé important, lors de cette soirée de réflexion sur la reconstruction d'Israël, d'évoquer ce qui se joue en ce moment à nos frontières. Comme on dit en russe, pire va vreme tchumé, on ne peut pas faire un festin au moment où la peste règne dans la ville. Donc, on va d'abord parler de la peste. Voilà. Et comment après, on passera au comment est-ce qu'on prend la mesure de cet événement aussi, Sarah Feinberg? Et écoutez, nous sommes depuis le 24 février 2022 dans un phénomène d'emballement du monde dont a parlé Gilles Kepel, un phénomène d'ensauvagement du monde, d'accélération des événements qui prennent en cours les communautés de stratégie nationale, les communautés d'experts, les communautés de renseignement. On s'aperçoit qu'aucun des événements qui a eu lieu depuis février 2022 n'a en réalité été prévu par les services de renseignement européens, américains et israéliens, ce qui pose une question fondamentale quant à notre capacité de produire une forme de prospective stratégique fiable et qui ouvre une question que je livre au Rav Zeni sur ce qu'il en est de notre réalité et comment la décrypter en fonction d'outils stratégiques, d'une analyse stratégique ou d'une analyse d'un autre ordre. Le premier point que je voudrais évoquer, c'est que nous sommes dans une forme de chute du mur de Berlin, de l'axe de résistance. Cette architecture qui a été montée pièce après pièce par Qassam Soleimani, par l'Iran, qui consistait à créer une forme de zone tampon, de zone de dissuasion autour d'Israël à travers différents mandataires, fussent-ils situés au Liban, à Gaza, en Syrie, en Judée-Samarie ou au Yémen. Et nous voyons que ce château de cartes s'est effondré, carte après carte, en réalité depuis le 7 octobre 2023. Vous en souvenez-vous, nous sommes le 8 octobre, nous craignons en Israël une attaque massive venant du Hezbollah avec plus de 150 missiles pouvant toucher le front israélien, qui aurait généré près de 25 000 morts dès les premiers jours. C'était le scénario catastrophe que nous avions au ministère de la Défense. Or, c'est un scénario complètement inverse dans lequel nous nous trouvons, puisqu'aujourd'hui, non seulement ce scénario ne s'est pas produit, mais si nous regardons la carte d'Israël, nous voyons que dans cette zone tampon que les Iraniens construisent pierre après pierre avec leurs milices chiites et le renforcement de l'axe du mal, qui se trouve dans cette zone tampon? Nos soldats de Tzahal, à Gaza, au sud Liban, en Judée-Samarie et maintenant en Syrie. Nous sommes dans une forme de renversement historique. Ce qui nous paraissait absolument improbable il y a un an est devenu une réalité. Et je ne le dis pas dans une perspective messianique, je le dis uniquement dans une prise de conscience de la réalité dans laquelle nous nous trouvons, grâce à la vaillance, au courage des soldats de Tzahal, dont plusieurs sont tombés hier et aujourd'hui et dont on salue la mémoire. Israël a repris contrôle de ces zones tampons qui étaient censées être des avant-postes de la destruction d'Israël. Alors, Sarah Feinberg, certes, l'axe iranien, la pieuvre iranienne, est réduite aujourd'hui. Il reste que ceux qui les remplacent ne sont pas forcément des gens à qui on peut faire une totale confiance, on va dire, pour être
faire une litote. Vous dites, enfin, c'est à la fois donc ces événements un défi pour Israël et une opportunité. Peut-être qu'on peut essayer de voir du point de vue israélien qu'est-ce que représente stratégiquement l'arrivée de ce groupe rebelle en Syrie. C'est un petit peu tôt pour se prononcer. Je vois beaucoup de commentaires dans la presse qui sont extrêmement optimistes sur l'élimination de la Syrie comme formant une menace immédiate pour Israël, comme étant en réalité le cordon sanitaire du Hezbollah au Liban. Une fois que l'on coupe ce cordon, le lien entre l'Iran et le Hezbollah libanais se trouve coupé. Et donc toute l'architecture dont on a parlé tout à l'heure s'en trouve profondément amoindrie. Mais je voudrais ajouter un point qui me semble très important, Antoine, si on se place sur une perspective de long terme. Les grandes puissances, telles que l'Iran, se placent dans une logique de compensation sur le long terme. L'Iran, comme la Russie, savent essuyer des défaites immédiates en les compensant par une montée en puissance dans d'autres domaines. Et là, le danger, en réalité, que nous devons surveiller et auquel nous devons nous préparer, est la potentielle compensation stratégique maximale dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine nucléaire. On sait que la Russie, par exemple, sur le modèle de la Russie, ayant perdu ses forces conventionnelles, on a vu à quel point la Russie a renforcé sa posture stratégique et ses forces nucléaires. On a toute raison de penser que c'est ce que l'Iran va faire, c'est-à-dire s'embarquer toute voile dehors dans cette stratégie de militarisation du programme nucléaire. Le deuxième danger, qui est directement lié justement à l'effondrement du régime d'Assad et à la perte de cette carte fondamentale pour l'Iran, c'est la montée en puissance ou la modernisation à stakhanoviste de l'armée de l'air iranienne. On sait qu'un de nos grands avantages d'Israël était notre avancée technologique dans le domaine de l'air et de l'espace face à l'Iran, face à une armée de l'air complètement, si vous voulez, en retard par rapport à Israël, tant au niveau offensif que défensif. Et là, le danger, c'est que l'Iran puisse se doter très rapidement des avions de chasse Sukhoi 35 et des systèmes de défense aériens russes. Et le troisième danger, c'est la compensation de la perte des milices chiites par l'intensification de la production de missiles de longue portée contre Israël et de la production de drones. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Alors, on parlait beaucoup avant même cette histoire de Syrie, d'une éventuelle intervention, bombardement en tout cas, des sites nucléaires, par exemple iraniens. On a parlé aussi d'ailleurs d'une riposte iranienne potentielle. Bon, enfin, ça partait dans tous les sens. Est-ce que ça, c'est d'actualité? C'est accéléré par les événements ou c'est repoussé plutôt par les événements? C'est très intéressant ce que vous dites, Antoine, parce que l'Iran se trouve dans une posture de ce qu'on appelle le dilemme de sécurité. C'est-à-dire que quand on a perdu son joker, on compense dans ce qu'on appelle la construction de la force dans le domaine nucléaire et conventionnel, mais plus l'Iran va s'embarquer dans ce chemin-là, plus il risque de s'attirer, lire la colère des États-Unis et d'Israël, surtout sous la perspective d'un second mandat de Trump. Et donc l'Iran est dans cette dilemme-là. Il reste à savoir comment ils vont arriver à, si vous voulez, à manœuvrer les deux points de cette alternative. Est-ce qu'il point de vue israélien, vous avez le sentiment que ça serait le moment que quelque chose se trame avant même l'arrivée de Trump effectivement
à la Maison-Blanche? Si vous voulez, là, on entre dans des spéculations dans lesquelles je ne veux pas rentrer. La seule chose qu'Israël sait et déclare publiquement, que ce genre d'opération ne saurait se mener qu'en coopération très étroite avec les États-Unis au niveau stratégique et opérationnel. Évidemment, là, le timing est très compliqué à gérer. Je voudrais ajouter un point qui me semble essentiel par rapport à la posture d'Israël aujourd'hui et à la reconstruction d'Israël. Une autre conséquence dramatique de la chute d'Assad est la potentielle chute de la Russie au Moyen-Orient. Pourquoi c'est très important? Tout d'abord, en perdant Assad, la Russie perd sa maison, mis à part ces deux bases militaires dont le statut reste très incertain, à Khmimim et à Tartus, donc la base militaire aérienne et navale. Mais en perdant sa mainmise en Syrie, la Russie perd sa force de projection face au flanc sud de l'OTAN. Et donc là, on est dans un basculement qui est immense en réalité, qui est à la fois global et régional pour Israël, puisque la Russie a toujours compensé sa faiblesse relative face à l'OTAN en Ukraine par la pression, le contrepoint qu'elle pouvait exercer à partir de la Syrie, à partir de ses bases syriennes. La Syrie est également une base de projection en Afrique, puisqu'on le sait, il s'agissait des bases de ravitaillement pour la présence russe en Libye, au Soudan et en République centrafricaine, et également dans la mer Rouge. Pourquoi je dis cela? Car Israël, la renaissance, la reconstruction d'Israël s'est placée comme un petit pays du shtetl, toujours entre les grandes puissances. Les États-Unis, la Russie, on a baissé le dos, on s'est un petit peu affaissé face à la Russie, et la Chine, où là on a adopté une autre stratégie, nous n'avons pas le temps d'en parler. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que les Russes aujourd'hui, en réalité, ont perdu leur moyen de pression principal, cardinal, face à Israël. Quel était le moyen de pression? C'était ce fameux arrangement qui existe depuis 2015 entre Netanyahou et Poutine, consistant à dire « nous allons bombarder sur vos troupes et vous n'allez pas activer vos systèmes de défense aérienne et vous allez fermer vos yeux face à notre nettoyage, pardonnez-moi l'expression, pas ethnique, mais opérationnel, face au Hezbollah. » Et là, la Russie a perdu cette carte majeure de pression sur Israël, ce qui laisse à Israël, si vous voulez, la capacité de se redresser et de repenser fondamentalement sa stratégie face aux grandes puissances dans la région. Voilà, c'est des bouleversements effectivement qui s'annoncent. Juste quand même un mot sur ce groupe qui s'est emparé de la Syrie. En un éclair, donc, Hayat Tahrir al-Sham, Organisation de libération du Levant, c'est ça qu'on peut traduire. Le Levant, ça veut dire le Moyen-Orient tout entier, a priori, hein, donc y compris Israël. D'ailleurs, déjà des rebelles qu'on a vus dans des vidéos dire notre objectif c'est Jérusalem, donc ça va assez vite au niveau de la modération. Le porte-parole, le chef du groupe, hein, Abu Mohamed al-Jolani, ça signifie en arabe al-Jolani du Golan, lui-même est originaire du Golan, bon, ses parents en tout cas. Est-ce que tout ça n'est pas de nature à remettre en cause quand même l'optimisme qu'on peut avoir relativement pour Israël de voir cet axe chiite s'effondrer? Est-ce qu'on n'a pas affaire à une menace, j'allais dire, encore plus radicale et surtout incontrôlable? Alors, il y a les intentions et il y a les capacités. Quand on est face à l'Iran, il y avait l'intention et la capacité. L'intention et la capacité destructrice face à Israël. Quand on est face à un groupe à l'histoire hybride, compliquée, qui a louvoyé entre Daesh et Al-Qaïda, qui mange à tous les râteliers, qui se rapproche de la Turquie, puis des Kurdes, qui cherche à négocier avec tout le monde, et pourquoi pas avec les Américains, si tant est que Biden acceptait de les priver de ce titre honorable d'organisation terroriste, etc., etc. Quand on est face à ce groupe, il faut bien se dire de quelle capacité seront-ils détenteurs. Il y a la question des armes chimiques. Et là, on l'a vu que Tsahal
dès le départ, depuis quelques jours, bombarde systématiquement l'arsenal d'armes chimiques de ces régions, de la Syrie, du régime de Bachar el-Assad. L'armée syrienne est une armée qui a été extrêmement affaiblie, une armée qui a été décimée par la corruption, par la défection face à l'ennemi. Et donc là, effectivement, se pose la question de dans quelles mains va tomber cet arsenal syrien qui existe, dont la composante la plus problématique de manière immédiate pour Israël est la composante chimique et biologique. Mais pour l'instant, ce qu'Israël doit faire, c'est renforcer ses frontières, ce qui est d'ailleurs un problème systémique et complexe, puisqu'on a vu que toute notre conception de protection des frontières s'est effondrée à cause de notre fuite en avant vers un tout technologique qui n'avait absolument aucun sens et pour lequel nous avons payé et dont nous sommes responsables de la vie de plus de 1200 personnes. Donc il y a la protection des frontières au niveau militaire, au niveau défensif, mais il y a aussi un autre élément qui me semble très intéressant, qui est celui de retourner à la conception ben-gurionienne ou ben-gurioniesque, je ne sais pas comment on dit en français de Descartes, Claphim, la conception de l'alliance des périphéries. Il y a pour Israël une opportunité de réinvestir le terrain syrien en renouant un dialogue avec la minorité kurde, avec laquelle, ce n'est pas un secret, nous avons dialogué depuis le début de la guerre civile, avec laquelle nous avons coopéré, ce n'est pas un secret de Polichinelle, en Irak. Et donc là, il y a une opportunité historique pour Israël de retourner sur le terrain syrien à travers un dialogue plus politique dans une configuration pour laquelle je ne saurais rien vous dire. Et si quelqu'un vous dit qu'il sait, comme disait Galitch, dans le barde russe Galitch, quand il est arrivé au Goulag, il a dit n'écoute personne, ne crois en personne et surtout ne crois pas en la personne qui dit qu'elle sait. Moi, je dis, il ne faut plus écouter les experts. La réalité nous dépasse complètement et nous sommes dans une réalité trop dynamique pour que nous puissions aujourd'hui en prévoir les conséquences. On va vous retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de la soirée. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.